Je m'appelle Eric Van Bruggen et j'ai le plaisir d'être chez Neo4j depuis 2012, ensemble avec Cédric, avec toute notre équipe. Et j'ai l'honneur d'introduire cette journée digitale, hein. Il y a des circonstances un peu spéciales, bien sûr, mais j'aimerais bien quand même rendre cette journée aussi agréable pour tous et informative pour tous que possible. C'est pour ça qu'on va passer immédiatement à une petite introduction. C'est-à-dire que j'aimerais bien quand même vous parler un peu d'une petite histoire que moi j'ai vécue moi-même pendant ces 8 années que j'ai été chez Neo4j. C'est-à-dire que au début, quand nous on commençait à développer le marché des graphes, je dirais, tout le monde se parlait des problèmes big data. Hein. Les problèmes big data, c'était en vigueur, je dirais, tout le monde était extrêmement oui, motivé à chercher des solutions pour big data. Mais je me demandais toujours, est-ce que c'est vraiment un problème que les gens, que les clients, que les sociétés ont en réalité, ou est-ce qu'ils ont peut-être un problème de données en général, hein, de complexité, de bien comprendre leurs données. Et c'est dans cet esprit-là que nous, on se pose aussi un peu un problème un peu différent, une question un peu différente, c'est-à-dire, on se pose la question, quels sont les problèmes des graphes, hein? Qu'est-ce que c'est un problème des graphes et comment définir ça? Parce qu'en fait, si on comprend ça bien, on pourrait beaucoup mieux se focaliser là-dessus. Et en fait, c'est un de nos objectifs de cette session-ci, de cette journée-ci, c'est de parler du problème des graphes, hein, de mieux comprendre ce que c'est un problème de graphe. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque dans l'environnement informatique entreprise, c'est qu'il y a toujours plusieurs façons de résoudre un problème. Il y a toujours différentes façons d'obtenir une solution pour un problème. Mais avant qu'on arrive à trouver ces solutions, il faut d'abord reconnaître quel type de problème est-ce qu'on est en train de résoudre. Hein. Parce que, notamment, dans la plupart des cas, on trouvera qu'il y a une type de solution, une manière de résoudre un problème qui sera plus efficace, qui sera plus naturelle, qui sera plus facile à implémenter, plus cost-effective aussi. Hein. C'est toujours un peu le problème. Donc, ce que nous, on aimerait bien faire dans cette journée-ci, dans cette journée digitale, c'est de bien définir, de bien comprendre qu'est-ce que c'est un graph problem, un problème de graphe, hein, et de mieux définir ça, de mieux partager ça avec vous. Euh, Maintenant, j'ai une petite illustration à ça et je vais emprunter un tableau que mon collègue Jesus, qui parlera plus tard aussi, a partagé avec moi il y a déjà longtemps. C'est en fait un petit exercice où on va se poser la question, OK, ces données-ci, hein, il y a des éléments, des différents éléments qui sont connectés les uns les autres. Il y a une relation de dépendance entre les différents éléments. Hein. Et je pose la question, OK, qu'est-ce qui se passe si un de ces éléments-là, notamment l'élément G ici, hein, si cet élément-là ne fonctionnerait plus, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Et en fait, je suis sûr que si on vous donne un peu de temps, vous allez pouvoir résoudre ce problème. C'est pas impossible du tout. Hein. Mais ça vous prendra un peu de temps parce qu'il faut parcourir les différents éléments. Ce tableau-là, il n'est pas tellement facile à lire. Et je vous présente une alternative façon à résoudre ce problème, juste en regardant un réseau, un graphe. Hein. Et c'est peut-être un peu petit, difficile à lire ici, mais c'est clair que ici, dans le centre de ce slide-ci, il y a G. Hein, et on voit immédiatement
que oui, J a des connexions à des différents autres éléments et que la relation de dépendance est assez claire. Et à ce moment-là, on peut aussi immédiatement voir qu'est-ce qui se passerait si J ne fonctionnerait plus. C'est immédiatement clair à cause du fait que les données sont structurées comme un graphe. Et en fait, c'est ça un peu ce que nous, on aimerait bien atteindre dans cette journée-ci, c'est de mieux communiquer ça, de mieux faire comprendre ça, hein, parce que maintenant, on a résolu ce problème, ce graph problem pour ce domaine-ci, mais on aimerait bien que vous auriez les capacités, les informations qu'il vous faut pour faire ça pour votre environnement aussi, pour votre société, pour votre organisation. C'est ça qu'on aimerait bien faire et ça, c'est notre objectif principal pour les différentes présentations que vous allez voir. Donc, donnez-nous du feedback là-dessus, si on réussirait, oui ou non. Mais c'est toujours intéressant. Et je vous conseille aussi d'utiliser les différentes opportunités d'interaction dans cet outil ici, hein. Vous pouvez poser des questions et nous donner des feedbacks assez facilement. Mais non, je passerai quand même quelques minutes en parlant de notre marché, de notre environnement, du state of the graph, hein, c'est ça. En fait, 2019 et aussi 2020, malgré les circonstances actuelles, ça a été un environnement magnifique pour le domaine des graphes, je dirais. On a développé une communauté de participants et de collaborateurs open source et sociétés qui en fait est extrêmement vibrante. C'est magnifique de voir combien de gens ont participé dans tous les événements. On a vu aussi que énormément de sociétés ont adopté les graphes dans leurs architectures de l'informatique ces derniers mois, ces dernières années. C'est vraiment impressionnant les différentes case studies que vous allez voir aujourd'hui, mais aussi que vous trouveriez sur notre site web. C'est impressionnant de voir que la taille des sociétés, la complexité des environnements, des use cases qui sont en train de résoudre avec nous. Et bien sûr que ça nous donne un peu de reconnaissance parmi les analystes, parmi les différentes participants dans l'industrie. C'est vrai que c'est une communauté extrêmement active et extrêmement interactive aussi que vous allez trouver sur notre site web, sur Slack, sur les différents environnements, sur les meetups aussi qu'on organise partout dans le monde entier, aussi en France. Et je pense que c'est à cause du fait que les use cases que nous on développe ensemble avec nos partenaires, avec nos clients bien sûr, c'est vraiment passionnant de voir les types de use cases qu'on développe avec Neo4j aujourd'hui. C'est pas que on est spécialiste dans ces domaines-ci, mais parce qu'en fait, la technologie de Neo4j et des graphes, c'est assez horizontal. On peut l'utiliser dans un grand nombre de différents environnements, mais on voit aujourd'hui que on va trouver ça dans le retail, on va trouver ça online, on va trouver ça dans le pharmaceutique, dans les assurances, dans le télécom. On a extrêmement un grand nombre de différentes industries qui utilisent les graphes aujourd'hui et les use cases sont extrêmement parlantes. Donc, ça veut dire qu'on fait des projets de détection de fraude, par exemple. Donc, fraude ne se limite plus à une transaction et une analyse d'une transaction déconnectée, je dirais. Aujourd'hui, les fraudsters, hein, les gens qui commettent des fraudes, ils sont vraiment beaucoup plus compliqués qu'avant. Ils sont en train d'analyser des différentes
structures de fraude, des réseaux de fraude qui sont très, très impressionnantes et difficiles à détecter, sauf avec des technologies des graphes. Mais on a aussi plein d'autres use cases ici. On a des use cases dans les knowledge graph, master data management. Et tout ça c'est mentionné ici et je vous conseille vraiment d'aller sur notre site web, nefogy.com/use-cases, où vous trouviez énormément d'informations sur les différentes use cases. Et c'est vrai que la plupart de ces use cases-là, ce sont vraiment des cases à haute valeur, à haute euh, complexité aussi, qui se prête énormément bien à des technologies de graphes et à une implémentation avec Neo4j. D'ailleurs, vous allez voir quelques implémentations dans cette séance-ci, dans le Graph2 Digital Paris, avec les cases de Erics et de Generali plus tard. Maintenant, un petit update aussi sur ce que nous on est en train de faire au niveau des solutions. Hein. Comment est-ce que nous, on veut vous offrir des solutions des problèmes de graphes. Maintenant, il faut que je vous parle un tout petit peu de notre philosophie de développement. C'est-à-dire que, oui, vous allez voir que les outils de Neo4j, la plupart d'entre eux, ils sont quand même assez techniques. Hein, ils sont assez techniques. On développe des outils. On ne développe pas nécessairement des solutions complètes. On aime bien travailler avec les clients, avec nos partenaires pour rendre les technologies, les briques de développement que nous on offre à une solution complète. Donc, c'est vraiment des technologies des développeurs pour les développeurs, je dirais, que nous on fournit. Et on dit ça, on peut bien sûr extrêmement facilement vous offrir des exemples des différentes briques de solutions qui vous permettraient de développer des solutions beaucoup plus vite, hein, bien sûr. Mais sur les choses sur lesquelles que nous, on se focalise, c'est quand même ce que vos techniciens, vos développeurs nous demandent. C'est-à-dire, on veut développer des solutions plus vite. On veut développer des solutions à une échelle plus élevée, plus grande, être plus sécurisé, hein, plus de possibilités de provisionner une architecture sécurisée avec des outils de graphes et bien sûr aussi de rendre le lancement d'un nouveau produit, de nouvelles solutions de graphes encore plus facile. C'est ça qu'on a entendu et c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, ça c'est devenu beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, on était à Neo4j 1.0 qui a été lancé en fait en 2010. Et on a encore trouvé les anciens emails que nos fondateurs ont envoyés à la communauté open source à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est à Neo4j 4.0. 4.0 a été lancé il y a un mois et je vous dis, c'est vraiment un énorme, une avance énorme comparée à l'état des bases de données des graphes et des technologies des graphes il y a quelques années. Même la différence entre ce que moi j'ai vécu il y a 7-8 ans et ce qu'on a aujourd'hui, c'est jour et nuit. C'est vraiment jour et nuit. Aujourd'hui, 4.0, c'est vraiment un release de Neo4j, la base de données de Neo4j Neo4j, qui intègre des caractéristiques qui sont extrêmement impressionnantes. On va voir la performance, mais aussi la haute disponibilité et le scalability de Neo4j 4.0. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. C'est extrêmement impressionnant et on peut faire des choses qui sont vraiment répondant aux use cases les plus demandeurs que vous avez imaginé. En plus, on a rendu Neo4j 4.0 encore plus sécurisé qu'avant. Il y a des fonctionnalités qui sont encore plus avancées
et encore plus facile à développer avec. C'est-à-dire les quatre demandes qu'on a essayé de résoudre sont ceux-ci, et en fait, vous trouveriez des fonctionnalités spécifiques en 4.0 qui répondent à ces besoins-là. Notamment, on vous parlera de ça dans la journée, on vous parlera de notre technologie Neo4j Fabric. Neo4j Fabric, c'est une technologie de graph sharding. Et, comme j'ai dit, on va vous parler de ça dans la journée, mais c'est un problème qui est extrêmement difficile à résoudre de manière théorique, mais on a une solution qui marche vraiment très bien. Les réponses de nos utilisateurs sont fantastiques et c'est super, super intéressant. On a des fonctionnalités de multi-database, c'est-à-dire on peut finalement aussi tourner des bases de données Neo4j, de multiples bases de données Neo4j sur un seul serveur. Moi, je suis vraiment passionné de la fonctionnalité de la sécurité. J'ai travaillé dans le domaine de la sécurité pendant 10 années et je vous dis que la fonctionnalité que Neo4j a intégrée en 4.0, c'est quelque chose que moi, j'ai encore jamais vu. J'ai jamais vu ça sur n'importe quelle autre base de données. C'est extrêmement innovatrice. Et bien sûr, on aide les développeurs à développer des applications réactives avec des fonctionnalités côté client et côté serveur que vous pourriez trouver vous-même en téléchargeant Neo4j vous-même. C'est disponible aujourd'hui, 4.0 est téléchargeable immédiatement et je vous donne quelques liens ici pour faire ça et pour commencer à jouer avec, à expérimenter avec. C'est vraiment quelque chose de génial. Si vous voulez faire ça de façon encore plus facile, peut-être que vous pourriez aussi jeter un coup d'œil sur Neo4j Aura. On a lancé une offre base de données as a service, database as a service. Neo4j.com/Aura, c'est ouais, la meilleure, la façon la plus facile, je dirais, de démarrer avec Neo4j. Et vous trouveriez aussi énormément de fonctionnalités de déploiement, de développement très facile à utiliser. Je compte aussi à vous expliquer un tout petit peu concernant nos outils de visualisation de graphes et exploration de graphes. On a lancé un outil à nous-mêmes qui s'appelle Neo4j Bloom il y a 2 ans et ça commence vraiment à être un outil très valorable et très intéressant. C'est quelque chose à vraiment expérimenter avec, qui est aussi facile à télécharger comme Graph App dans le Neo4j Desktop ou même dans des sandbox Neo4j que vous trouviez en ligne aussi. Je compte aussi à vous dire que Neo4j Bloom est aussi disponible pour nos clients startup qui peuvent expérimenter avec très facilement aussi. Il faut juste aller en ligne et se registrer pour le startup programme sur notre site web. Maintenant, encore 2 petites remarques, maintenant, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, dans le sens que on est aussi en train d'élargir notre offre avec des solutions innovatrices, c'est-à-dire qu'on a développé un système pour ça, un outil pour faire ça, qui s'appelle l'environnement des Neo4j Labs. Les Labs, c'est un peu notre jardin à jouer, je dirais, où les différentes technologies expérimentales se développent. Et on en a plein. La communauté open source nous offre énormément de différentes possibilités pour ça. Et je suis quand même heureux de dire que on a vraiment un premier nouveau produit qui est en train de sortir de ce programme-là, qui est en train de sortir du lab, qui est le Neo4j Graph Data Science Library.
c'est un outil, un plugin sur Neo4j qui vous permet de faire de la science de graphes très facilement avec Neo4j. C'est quelque chose qui est très intéressant et qui vous permettrait aussi d'intégrer ça, ces aspects des graphes, ces algorithmes des graphes facilement dans le pipeline de data science. C'était ça un peu que je voulais vous raconter comme introduction. Je vois que je suis à peu près à temps, donc ça me fait plaisir. Et je passerai la parole à Cédric pour continuer le reste de la journée. Merci de votre attention et j'espère que c'était utile. Merci Eric. Merci Eric. J'entends des applaudissements au loin. Hein, je ne sais pas si tu les entends. Moi, je les entends en tout cas. C'était intéressant. Je pense que les gens ont appris pas mal de choses. Alors, j'ai quelques questions pour toi, Eric. N'espère pas t'enfuir aussi vite. On a encore 1 minute, donc je vais peut-être pouvoir poser 2 ou 3 questions. J'aimerais commencer par une question un peu rigolote de Yves Ludwig. Donc, Yves, si vous nous entendez, un grave problème est-il un grave problème? Donc, si tu peux répondre à cette question. C'est un grave un jeu de mots. problème. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas un problème Tu m'entends, grave de Rick? toute façon. Oui, je t'entends bien. Et j'espère que les gens m'entendent aussi. J'ai l'impression qu'ils le font quand même. Non, Oui, c'était une question humoristique pour commencer. non, mais c'est certainement que ça peut être des problèmes graves, hein, parce que, par exemple, si on regarde tout ce qui se passe avec la fraude, l'analyse de fraude et ce genre de choses, où il y a même des exemples où on détecte des trolls, des trolls en ligne qui en fait sont un danger pour non uniquement nous comme individus, mais pour nos sociétés, je dirais. Et on trouve que ouais, la technologie des graphes contribue vraiment des choses intéressantes pour mieux combattre ça, pour mieux ouais, détecter ce genre de choses. Donc, je pense que ça peut être grave, mais dans la plupart des cas, c'est surtout à haute valeur, je pense. C'est ça, on apporte une solution. Alors, Ouais. une autre question, et ensuite on passera à la suite. Alors, c'est une question de Philippe Newbourg. Donc, Philippe, si vous nous entendez, comment expliquez-vous que le concept des bases de données de graphes soit encore si peu connu dans les directions informatiques? Peut-être un problème de sensibilisation dès l'université? Oui, je pense que ça prend du temps, hein. C'est quelque chose que c'est aussi la raison pour laquelle que nous on fait ce genre d'événements et qu'on continue à faire ça. Mais il y a toujours une sorte de résistance à des technologies nouvelles, hein. C'est normal. Et c'est à nous, non pas uniquement nous en tant qu'entité commerciale, mais en tant que communauté aussi et avec les clients, d'expliquer ça. Maintenant, je pense que une fois qu'on a une possibilité de l'expliquer, les gens le comprennent très vite. C'est quelque chose qui se fait comprendre assez facilement. Il faut juste trouver les problèmes importantes, assez importantes au début pour rendre la conversation possible, je pense. Et je n'ai pas d'autre explication que ça. Je pense que c'est un jeu de long terme que nous, on est en train de jouer ensemble avec toute notre communauté. Très bien. Merci beaucoup, Rick. Merci beaucoup, Rick. Avec plaisir. Bonne journée.